L'évolution d'Aéroports de Paris n'a rien eu d'un long fleuve tranquille. Si on veut être une grande nation au monde, il faut avoir la maîtrise de la troisième dimension. L'aérogare d'Orly, l'une des plus frappantes réalisations françaises. En 1966, on démarre la construction de Charles de Gaulle. Pour que les clients aient envie de prendre l'avion. Et là, il n'y a pas de secret, il faut que la compagnie soit performante, il faut que l'aéroport soit performant. On n'était pas immortel, il y avait d'autres aéroports en Europe qui se développaient aussi. Ce besoin d'affronter la concurrence est maintenant entré dans les gènes de ce groupe. Aéroports de Paris est la deuxième entreprise la plus importante au monde en termes de cotation boursière d'aéroports. On est en concurrence avec les hubs du Moyen-Orient qui ont une croissance absolument faramineuse. Il était près de 7 heures ce matin lorsque le toit du terminal inauguré il y a moins d'1 an s'écroulait. L'accident, ça a été un accident cruel. Ça n'arrive jamais, un bâtiment public qui s'effondre. Il y a quand même eu 4 morts. C'est une entreprise comme les autres, enfin, si on veut. Raconter l'histoire de Roissy ou d'Orly, c'est passionnant. C'est passionnant parce que c'est à la fois l'histoire de l'aviation commerciale et celle de l'économie française tout entière. Elle s'étale sur un siècle, cette histoire, avec des événements incroyables, des personnages de légende. On démarre avec Saint-Exupéry ou Mermoz pour finir dans un Airbus bourré d'hommes d'affaires chinois. Parce que Roissy ou Orly, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Ce sont les principales portes françaises qui ouvrent sur la mondialisation, sur l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Asie. Augustin de Romanet, le président directeur général, a une ambition très claire, accélérer la mutation pour s'adapter et bénéficier de cette mondialisation. La stratégie d'Aéroports de Paris, c'est devenir le leader de la construction et de l'exploitation d'aéroports dans le monde. Conforter donc l'activité à Paris, mais aussi exporter ce savoir-faire pour construire et gérer des plateformes, là où est la croissance, c'est-à-dire dans les pays émergents. En bref, partir à la conquête du monde. Beaucoup croient que Roissy ou Orly appartiennent encore à l'État et sont gérés par l'administration. Eh bien non, ça c'était avant. Aéroports de Paris aujourd'hui est une entreprise comme les autres. Elle est cotée en bourse avec des actionnaires, publics, privés, des clients, des filiales, des salariés. Nous sommes cotés en bourse. Notre capitalisation boursière est de plus de 11 milliards d'euros. Si nous n'avions pas un flottant largement préempté par l'État, nous serions dans l'indice CAC 40. Nous sommes une vraie entreprise et qui a pour ambition d'être la plus compétitive possible pour créer des emplois pour nos enfants. Alors oui, c'est une vraie entreprise, mais avec des particularités tellement fortes. Qu'Aéroports de Paris, ADP pour les intimes, c'est-à-dire pour les fêlés d'aviation. ADP est un animal à part dans cette jungle de l'économie française. Alors d'abord, il y a l'État qui est tout près, très gros actionnaire, donc c'est jamais simple. Et puis il y a la cohabitation avec Air France, historique, incontournable. C'est le plus gros client, mais si souvent imprévisible. Oui, imprévisible, c'est le mot juste. Entre nous, tout le monde se serait bien passé de ces images. Pour illustrer le génie français, on avait un peu mieux en magasin. Puis il y a les impondérables, les alertes à la bombe, les prises d'otages, les accidents qui tournent à la catastrophe. Personne ne pouvait imaginer que le terminal 2E, flambant neuf, aurait pu s'effondrer. Soir à Roissy, le terminal 2E est éventré sur une trentaine de mètres. Il ne reste plus qu'un gigantesque amas de béton, d'acier et de verre. Une partie de la voûte s'est donc effondrée sur une passerelle tôt ce matin. Alors avec des passagers qui appréhendent déjà de monter en avion, souvent, qui craignent les risques de terrorisme parfois, si en plus ils doutent de la solidité des bâtiments, les dirigeants se sentent mal souvent. Ils sont obligés de mieux connaître les secrets de la psychologie en milieu anxiogène que les techniques de marketing mondial. Oui, c'est une entreprise comme les autres, enfin, si on veut.
rêve de Paris. Chaque jour, nous faisons tout pour être à la hauteur de ce rêve. Aéroport de Paris, le monde entier est notre invité. L'évolution d'Aéroport de Paris n'a rien eu d'un long fleuve tranquille, mais quelle traversée, parce qu'aujourd'hui, Roissy-Orly, Le Bourget, c'est quoi? Une poignée de chiffres. Et quels chiffres? Plus de 90 millions de passagers l'année dernière, 250 000 par jour, ça fait ça. 150 millions de bagages à trier entre Roissy et Orly, qui travaillent aujourd'hui pour 157 compagnies aériennes et qui desservent déjà en gros 500 villes dans le monde. 2 790 millions de chiffre d'affaires en 2014, 8 900 salariés directs, plus de 50 000 emplois indirects, avec les fournisseurs, les agents de service et de sécurité, tous les partenaires commerciaux aussi. Aéroport de Paris est aujourd'hui le numéro 2 en Europe, derrière British Airport, pour le nombre de passagers, mais c'est le numéro 1 pour le fret. Le Bourget, qui a vu naître l'aviation en France, est aujourd'hui le premier aéroport en Europe pour les avions d'affaires. Derrière ces performances, eh bien, il y a un siècle d'histoire, un siècle de technologie et d'investissements énormes et des tonnes de volonté politique. Ce qui est étonnant, vous allez voir, c'est que l'évolution a été imaginée dès le départ, que les moyens d'exploitation ont été prévus dès le départ, il y a un siècle. ADP va naître au Bourget parce que c'est au Bourget que l'aviation française est née. Les premiers fous volants dans leur drôle de machine pratiquent leur passion au Bourget. Quand les militaires, au moment de la guerre de 1914, découvrent que l'aviation est déterminante, les militaires s'installent au Bourget. Max Armanet est journaliste spécialisé, historien, mais surtout passionné d'avions. Le Bourget, pourquoi? Parce qu'il y a une gare de triage très très importante au Bourget, qui est une des plus importantes au nord de Paris, et c'est la gare de ravitaillement de la 5e armée. Arrive la bataille de la Marne, Paris est délivré, Gallieni, qui a tiré les leçons de cette bataille de la Marne et qui a compris le rôle de l'aviation, se dit « mais je vais défendre Paris, le ciel de Paris, en amont ». Donc le terrain d'aviation du camp retranché de Paris, c'est-à-dire de Paris, va être le Bourget. Entre les deux guerres, le Bourget appartient au ministère de la Défense qui accepte que les premiers avions civils s'y posent. L'Aéropostale, par exemple, est installée à Toulouse parce qu'elle vole avec des avions de chez l'Atecoer. L'Atecoer, c'est l'ancêtre de l'aérospatiale. Donc Toulouse pour l'entretien, c'est bien, mais c'est au Bourget que les avions viennent charger le courrier. 11 hangars et 5 bâtiments pour les différents services sont en voie de construction et seront probablement mis en service à l'ouverture de l'exposition 37, qui en feront la plus vaste et la mieux outillée des bases aériennes commerciales du monde. Aéroport de Paris sera officiellement créé à la fin de la dernière guerre en 1945 par une ordonnance du gouvernement provisoire. Et celui qui tient le manche, c'est le général de Gaulle, bien sûr. Gérard Maouy est l'un des deux spécialistes de l'aéronautique et de l'espace. Il a beaucoup écrit sur cette histoire. Il raconte. Le père, véritablement, d'Aéroport de Paris, c'est un monsieur qui s'appelle Alain Bozel. C'est un ingénieur, un industriel, un banquier, grand résistant. Et ce monsieur a donc écrit en novembre 1944 un rapport qui s'appelle L'Aéroport de Paris, dans lequel il voit le futur de ce que doit être un aéroport moderne. Il y a deux idées forces qui guident ce premier texte, c'est la mission de service public et c'est le développement économique. Il propose l'idée au général de Gaulle qui la trouve extraordinaire et bien dans l'esprit de la grandeur de la France qu'il veut redonner à cette époque. Et donc il demande que le projet soit étudié et comment il peut être financé. De Gaulle est sidéré par les perspectives du transport aérien. Donc en octobre 1945, le général va dégager les Américains qui ont fait du Bourget une base aérienne après la libération et il va sortir définitivement le Bourget du giron militaire. Le Bourget va devenir un établissement public sous la tutelle du ministère de l'Air que De Gaulle va confier à Charles Tillon. Alors ça, c'est malin. Charles Tillon, grande figure de la résistance,
et membre du comité central du Parti communiste, n'aime pas trop l'avion. Mais il aime le pouvoir. Le Bourget va commencer très vite à générer un trafic commercial civil, et pour cause. Après la guerre, rien ne peut rouler, les routes sont abîmées, les voies ferrées sinistrées. Les avions sont le seul moyen de relier notamment les capitales européennes, les constellations. Ces premiers avions américains à hélice vont même commencer à traverser l'Atlantique en 20 heures, avec une poignée de milliardaires qu'à l'époque. Et le général de Gaulle s'est convaincu dès le départ que le Bourget va devenir effectivement trop petit. Donc il fait travailler en secret le projet d'un autre aéroport beaucoup plus grand. L'idée serait d'utiliser des établissements qui existent déjà dans le sud de Paris. En secret, parce que le ministre de l'Air n'est pas d'accord. Quand le projet passe au ministère de l'Air, qui est dirigé par Charles Tillon, le ministre communiste de l'Air, lui, il voit les choses de façon, c'est peut-être un peu trop libérale pour lui, donc on a mis un petit peu les hauts là. Charles Tillon est contre. Le Bourget est bien suffisant. Alors avec ses amis de la CGT, il ne jure que par le chemin de fer. Pour les communistes, la clé, c'est le réseau ferroviaire. L'avion, pourquoi faire? Pour permettre à des riches d'aller bronzer sous les tropiques? Non, enfin on rêve. De Gaulle éructe. Le chemin de fer, le métro, d'accord. Mais l'avion, c'est l'avenir. C'est l'image de la France qui est en jeu. Quelque chose est intéressant, c'est que en 45-47, quand on est en train de réfléchir à tout ça, la situation en France, c'est quoi? C'est des aéroports publics et des aéroports gérés par des chambres de commerce, donc sur des fonds privés. Et ça crée des divergences. Donc il faut qu'on trouve un modèle. Et quel modèle de transport autre que l'avion, qu'on ne connaît pas encore? Il y a le train. Le train, c'est 100% public depuis 1937. Les camions, c'est 100% privé. Alors il y a un modèle qui est très comparable, c'est les ports maritimes. Et dans les ports maritimes, il y a Bordeaux et Le Havre qui sont autonomes depuis 1920, qui fonctionnent très bien, qui ont un savoir-faire technique, qui ont un savoir-faire de gestion. Et c'est sur le modèle de ces ports maritimes qu'on va imaginer la gestion future, le développement futur de l'aéroport de Paris. Dès 1946, De Gaulle va récupérer les fameux terrains au sud de Paris qui servaient de base aux ballons dirigeables et qui appartenaient au ministère de la Marine. Les officiers de marine s'accrochent. Les terrains sont à eux. Mais il n'y a plus de dirigeables depuis longtemps, leur dit De Gaulle. Pas sûr, disent certains. On peut en avoir besoin, on ne sait jamais. Le principe de précaution, déjà. Le débat sera bref. La marine, c'est l'armée ça obéit. De Gaulle est chez lui, il réquisitionne. Charles Tillon, le ministre de l'Air, ne peut rien dire. Ça ne coûte pas d'argent. Il n'est même pas mécontent. Il n'aimait pas les officiers de marine. Et c'était réciproque. Les dossiers ne traînent pas à cette époque. Un mois plus tard, Orly va fonctionner dans des bâtiments provisoires. On est en 1946. Son obsession, encore et toujours, percer des portes pour ouvrir sur l'international. C'est que si on veut être une grande nation au monde, il faut avoir la maîtrise de la troisième dimension. Donc, avoir la capacité de construire des aéronefs et en même temps de créer les infrastructures qui vont permettre d'imaginer ce qu'on pressent, cette explosion du transport aérien. Avant de quitter le pouvoir, à la fin 1946, De Gaulle aura le temps de signer le projet de la construction de ce qui sera Orly Sud. Mais la 4e République que préside René Coty va geler le chantier. Les dossiers se mettent à traîner. La gauche, les communistes n'en veulent pas. Orly tourne dans des hangars de fortune, c'est bien suffisant. De Gaulle parti, le projet d'une grande aérogare est enlisé. Il va prendre 10 ans de retard. Les travaux ne commenceront vraiment qu'en 1958, au retour du général. Et De Gaulle choisit de construire ce grand aérogare au-dessus de la Nationale, qui est un bâtiment extrêmement moderne, avec les entrées, les départs, les terrasses, bien sûr. Un aéroport, c'est la porte d'entrée dans le pays.
Et donc la porte d'entrée, elle doit être belle. C'est comme quand Vauban construisait les portes d'entrée des villes pour Louis XIV. C'était des monuments magnifiques. Le bâtiment est magnifique. Il sera officiellement inauguré le 24 février 1961 par un Charles de Gaulle, président de la Ve République, qui jubile. La cérémonie d'aujourd'hui consacre l'aérogare d'Orly comme l'une des plus frappantes réalisations françaises. Pour lui, c'est le plus beau symbole du réveil français. C'est le plus bel outil de l'ambition française sur les marchés étrangers. La porte. Orly va devenir un objet de curiosité nationale, un monument. C'est plus que le Mont-Saint-Michel et la Tour Eiffel réunis. Les gens vont le dimanche sur les terrasses voir les avions décoller, puis on dit ah bah celui-là va à Bombay, celui-là va au Caire, celui-là va à New York, celui-là... Et on rêve, on a un pique-nique, il y a le restaurant. Trouver une place le dimanche quand on va à Orly, c'est pas possible, tellement il y a de monde. C'est un phénomène de société, ce rêve qu'offre la conquête de l'air à troisième dimension, en disant mais moi aussi, un jour, je prendrai l'avion. Dimanche à Orly, sur l'aéroport, on voit s'envoler des avions pour tous les pays. Toutes les stars de la planète, les Brigitte Bardot, les Marilyn Monroe, tous, Chaplin, ils arrivent de l'avion, ils arrivent à la porte. Ah, voilà, c'est l'arrivée sur scène et ils descendent. Voilà. Et il y a des photos mémorables de tous ces grands noms finalement de la culture et il y a cette descente de l'escalier qui, voilà, l'ai-je bien descendu. Tout va aller très vite. Alors qu'on inaugure Orly, en pressant déjà la saturation des pistes, on sait que l'on pourra s'agrandir avec Orly Ouest. Il fallait à Orly une deuxième aérogare. Les travaux de cette aérogare, appelée Orly Ouest, ont commencé en octobre 1967. En avril 1970, le bâtiment est entièrement achevé. C'est en mars 1971 que l'aéroport de Paris ouvrira Orly Ouest au trafic aérien. On imagine déjà Roissy. C'est-à-dire que le service d'aménagement de la région parisienne dit à l'aéroport de Paris, bon, maintenant qu'Orly fonctionne, vous allez nous rendre le Bourget, parce qu'on veut créer un parc de verdure à la Courneuve, etc. Donc, mais on est en pleine phase de développement du transport aérien, et l'aéroport de Paris dit, il n'est pas question, il faut qu'on le garde. Et a profité de ces négociations qui étaient en cours pour dire, mais nous, on a besoin d'une plateforme beaucoup plus importante. Et donc Roissy est venu dans les idées à partir de ce moment-là. Et Aéroport de Paris, à 3000 hectares ici dans le nord, et c'est là qu'on va imaginer Roissy. Roissy en France, l'aéroport qui prendra en 1972 le relais du Bourget devenu trop petit, lancera ses pistes de 4000 mètres ici même, à travers cette plaine désormais promue à la dignité d'un champ de bataille pacifique. Les commentaires vont bon train parmi ceux qui seront les riverains, comme on dit. Je pense que le nouvel aéroport du Paris-Nord nous fera un bien considérable. Ça nous amènera quand même une plus forte clientèle que nous avons déjà. Et puis, pour l'extension de la commune, je pense que ce sera parfait aussi. Une fois de plus, ça grogne politiquement. Le général de Gaulle, président de la République, le veut. Georges Pompidou, son Premier ministre, le veut. Jacques Chirac, directeur du cabinet, le veut. Mais du côté des finances, on fait de la résistance. Valéry Giscard d'Estaing, lui, n'en veut pas. Giscard a 36 ans et il cherche à s'affirmer. Il traîne des pieds, il bloque. C'est trop grand, c'est trop cher. Les rapports entre De Gaulle et son jeune ministre sont tendus, disent les gaullistes. Les giscardiens, eux, disent qu'ils sont exécrables. On est en 1962. Et en 62, c'est l'année de l'attentat du Petit Clamart. Presque un an après l'attentat OAS qu'il avait visé sur la route de Chaumont, le général de Gaulle a une nouvelle fois servi de cible à ses adversaires déterminés. Les faits.
Parti de l'Élysée, 2 voitures foncent vers Villacoublay. Soudain, d'un coin de rue, une rafale. Mais les voitures ne ralentissent pas. À 50 mètres, nouvelle rafale. Les voitures ont passé, c'est fini. Les conjurés ont disparu. C'est miracle, peut-on dire, que ni le président ni Madame de Gaulle n'aient été atteints par les balles. La Ve République a failli sombrer ce jour-là, sous les coups d'une OAS qui se bat encore au nom de l'Algérie française. C'est le colonel Bastien Thierry qui a monté le coup. Mais le trajet du général était secret. Alors, qui a pu informer le commando? Officiellement, on ne le saura jamais. Mais ce que l'on apprendra plus tard, c'est que Valéry Giscard d'Estaing a été soupçonné d'être la taupe. Ce dossier a été classé très rapidement par le général. Mais la relation entre les deux hommes deviendra, disons, compliquée. Sur Roissy, et comme par hasard, le ministre des Finances a cédé très rapidement. Le chantier commence tout juste à s'animer et ne laisse rien deviner encore de l'extraordinaire mutation que vont connaître les 3000 hectares du futur aéroport. Voici les détachements précurseurs de la puissante armée des bâtisseurs, d'abord chargés des tâches d'avant-garde de l'organisation du terrain. On va démarrer le chantier en 1966 à partir du projet d'un jeune architecte qui est entré dans l'entreprise. Il s'appelle Paul Andreu. Sa carrière démarre tout juste, mais il a du potentiel, comme on dit. En 1966, on démarre la construction de Charles de Gaulle, qui va s'appeler Charles de Gaulle, qui va être baptisé Charles de Gaulle en 1973, inauguré en 1974 par Pierre Messmer. VGE arrive au pouvoir et il ne s'opposera pas à ce qu'il soit baptisé l'aéroport Charles de Gaulle. Le seul problème, c'est qu'à Charles de Gaulle, à Roissy, il y a un bug, un gros bug. La structure en marguerite fait l'admiration des élèves architectes, mais on se demande dès le premier jour si elle a été conçue pour faciliter le service des passagers. C'est gênant. Les passerelles vont un peu n'importe où, les avions sont loin, et les bagages ne sont jamais livrés au bon endroit. Tout le monde s'en plaint. Les clients, les douaniers, les compagnies, les personnels. C'est embêtant tout ça. On va donc lancer la même année, c'est-à-dire en 1974, le projet d'un deuxième terminal à Roissy. Le président est d'accord, quitte à se doter d'une clé pour accéder au développement économique, comme disait De Gaulle, mieux vaut qu'elle marche. L'architecte de la maison met ses rêves de grandeur entre parenthèses. Il revient à une conception plus classique. Il dessine Roissy 2, qui peut s'étirer en longueur selon les besoins. Les ingénieurs imaginent très tôt un T2A, puis un T2B, et puis, il y a toute la place que l'on veut pour s'agrandir dans les 50 prochaines années. En fait, Giscard n'a pas commandé une clé, il a commandé tout un trousseau que l'on utilise encore aujourd'hui. En 1976, 2 ans après leur mise en service, Orly et Roissy accueillent 20 millions de passagers. En 2 ans. On reconvertit le Bourget à l'aviation d'affaires. Le 24 mars 1982, François Mitterrand inaugure le terminal 2A de l'aéroport Charles de Gaulle. Roissy 2, qui avait été voulu par son prédécesseur pour compenser les faiblesses de Roissy 1, imaginées par de Gaulle. Les infrastructures accueillent à ce moment-là 40 millions de passagers par an. Roissy 2 a nécessité un investissement de 1 milliard de francs. Grâce à cette nouvelle installation, Aéroport de Paris peut donc faire face à l'augmentation du trafic aérien et Air France pourra ainsi assurer un service de meilleure qualité à tous ses passagers. À l'approche des années 2000, le trafic explose. Roissy s'engorge. Le trafic approche les 90 millions de passagers. L'administration qui gère s'aperçoit qu'elle est complètement débordée par ce phénomène. Roissy n'est plus un aéroport, c'est devenu une ville à part entière. Une ville cosmopolite qui bouge dans tous les sens avec des habitants qui viennent du monde entier. Tout doit changer. Accueillir des millions de passagers par an, c'est un autre métier. L'enregistrement, le contrôle d'identité, la récupération des bagages, les transferts vers Paris ou ailleurs,
c'est un autre métier. Les passagers passent beaucoup de temps dans le terminal. Il faut donc leur permettre de supporter cette attente. Ça aussi, c'est un autre métier. Et l'État n'est pas taillé pour le faire. Il faut donc tout changer. Nos aérogares ont 50 ans, 40 ans pour Orly West. Elles ne sont plus tout à fait adaptées à ce que demandent les passagers. Nous avons maintenant besoin de contrôler la sûreté, chose qui n'existait pas il y a 50 ans. Nous avons besoin d'offrir des services divers et variés, des commerces, chose qui n'était pas à l'ordre du jour il y a 50 ans. L'homme qui va greffer le changement, c'est Pierre Graff. Pierre Graff est nommé en 2003 ingénieur de l'X lui aussi. Il a dirigé l'aviation civile, puis le cabinet de Gilles de Robien, ministre des Transports. Cursus brillant, mais classique. Sa nomination ne fera pas de vague, ni à droite, ni à gauche. La mission est très claire. Sortir Aéroports de Paris du confort de l'administration et le préparer à plonger dans le grand bain de la concurrence internationale. Le constat était le suivant. C'était une époque où la croissance du trafic aérien était considérable. On était sur des 4-5% par an, et pas seulement à l'échelle européenne, mais à l'échelle mondiale. C'était une époque où, c'est toujours le cas du reste, les compagnies aériennes avaient des besoins immenses. Et nous, à Paris, nous avions des besoins d'accroissement de capacité. Alors il fallait investir. Par ailleurs, les équipements étaient très vétustes, pour beaucoup, très vétustes, très anciens. Donc il y avait devant nous une masse énorme d'investissements à consentir pour mettre la place de Paris au niveau de la place de Londres, de la place de Francfort, de la place de Madrid, de la place d'Amsterdam, etc. Des grands compétiteurs, finalement, de Grand Paris. Et face à cette situation, on avait un établissement public fort endetté, beaucoup trop endetté. Alors comment faire pour faire face à cette situation? Et l'idée du gouvernement, c'était de dire, eh bien on va faire, après tout, la seule chose que nous puissions faire, on n'a pas d'argent pour recapitaliser Aéroports de Paris. On ne va pas le faire, ça. On va donc aller demander aux investisseurs privés si ce genre de capital, ce genre d'actifs les intéresse. Donc il fallait d'abord changer le statut. On ne peut pas comme ça aller en bourse avec un établissement public. Donc il fallait d'abord transformer l'établissement public en société anonyme et ensuite, dans un deuxième temps, lancer la mise en bourse. Acte 1, Pierre Graff va préparer la privatisation partielle, la mise en bourse. Il n'y aura pas de débat idéologique sur le passage au privé d'une telle infrastructure. Mais acte 2, il faut très vite définir le nouveau modèle économique. Comment ça va fonctionner tout ça? Parce que c'est la première fois qu'on crée une entreprise comme celle-là. Il fallait trouver un modèle. Quel modèle allions-nous écrire? Par exemple, le diable est dans les détails. Il se posait plein de questions. Fallait-il que les sols, qui étaient moitié propriété de l'établissement public, moitié propriété de l'État, que ces sols soient remis totalement à l'aéroport ou soient conservés dans le patrimoine de l'État? Bon, il y a eu un débat parlementaire notamment, qui n'a pas été très facile. Bon, et vous imaginez qu'à l'Assemblée nationale, tout le monde n'était pas d'accord sur cette idée qui, effectivement, pour beaucoup, était une privatisation. Finalement, ça a été voté en mai 2005. Aéroports de Paris va ouvrir son capital. Pour le moment, aucun commentaire sur l'opération, elle serait en transit. En attendant, dans les aérogares, on s'active partout à Orly comme à Roissy, des chantiers. Cette future salle d'embarquement, par exemple, autour des piliers de béton, 20 à 26 avions pourront stationner, dont les fameux A380, avec toujours une obsession, rester dans la course européenne. Le plus difficile sera de caler la relation avec l'État. L'État garde 50,6% du capital, mais son intérêt d'actionnaire, c'est que ça marche. Et Pierre Graff va tout faire pour que ça marche. Tout le monde a découvert que finalement, ça avait beau être un aéroport en position de monopole, on n'était pas immortel. Il y avait d'autres aéroports en Europe qui se développaient aussi, et qu'au fond, la concurrence existait notamment pour tout ce qui était trafic en correspondance. À partir de là, les gens se sont dit, mais il faut donc qu'on sache attirer des clients. Et les clients, c'est les compagnies aériennes et les passagers. D'où l'idée de se dire, eh bien oui, voilà, comportons-nous comme un prestataire de service. On avait une phrase accroche à l'époque, le monde entier est notre invité. Mais bon. C'est de la com, bien sûr, mais enfin, ça veut dire ce que ça veut dire, à savoir, oui, on est au service des compagnies aériennes et des passagers. Sur le papier, l'équation à résoudre est simple. Il faut, dans ces aérogares, accueillir le plus grand nombre de clients possible. Des avions et des passagers. Tout est lié. Tout est lié. Mais il était près de 7 heures ce matin lorsque les passagers ont aperçu une fissure, puis une seconde. Quelques minutes après, le toit du terminal inauguré il y a moins d'1 an s'écroulait. Au plus mauvais souvenir, ça n'arrive jamais, un bâtiment public qui s'effondre. Il y a quand même eu 4 morts. Bon. Donc c'est pas un fait divers, c'est quelque chose de grave.
Alors, on a géré ça aussi bien qu'on a pu. L'urgence, ça a été d'une part de s'occuper des familles des victimes et de les indemniser, bien entendu. C'est la moindre des choses. Et la deuxième urgence, ça a été de construire des salles d'embarquement provisoires pour que le trafic puisse passer, malgré tout, puis il avait fallu fermer. Ensuite, il a fallu comprendre ce qui s'était passé, sans chercher les responsabilités à ce stade. C'est le travail du juge. Essayer de comprendre les mécanismes qui avaient pu conduire à cet effondrement, et puis prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on répare? Est-ce qu'on bricole, etc. Moi, j'ai pris la décision tout seul. Je me suis fait d'ailleurs huer par certains, applaudir par d'autres. Enfin bon, j'ai pris la décision tout seul de tout raser et de tout reconstruire. Je suis parti du principe que réparer, c'était sans doute techniquement faisable, mais il restera toujours un doute sur cette infrastructure. Ne serait-ce que la psychologie des gens, que ça, c'était pas jouable. On ne pouvait pas à la fois prétendre jouer la qualité de service, la renaissance de cet aéroport et rester avec cette espèce d'épée de Damoclès, donc non. Une fois l'émotion un peu retombée, Pierre Graff va se plonger dans la réorganisation du service infrastructure. Ce service d'ingénierie avait acquis une telle puissance qu'il devenait difficile à gérer. Un État dans l'État, disait-on. Et l'homme qui en fait cristallisait toutes les critiques, c'est Paul Andreu. Il a fait du chemin depuis Roissy 1. C'est devenu une star mondiale. Mais l'effondrement de Roissy 2E qu'il venait de terminer l'a marqué. Jusqu'alors, il n'a jamais voulu s'exprimer. C'est la première fois. L'accident, ça a été un accident cruel. Cruel d'abord pour 4 personnes, et pour l'établissement public, pour tous ceux qui en ont subi les conséquences, et pour moi. Mais je crois que comme tous les accidents, c'est une série de circonstances dont une seule n'aurait jamais suffi et qui finalement produisent quelque chose qu'on déplore. Paul Andreu n'en dira pas plus sur l'accident. Il attend le procès. Sa responsabilité sera sans doute engagée, mais sur sa carrière, il est intarissable, intraitable. À 78 ans aujourd'hui, il continue de travailler et il ne regrette rien. C'est un polytechnicien lui aussi. Il est tombé dans l'architecture très jeune. Il a signé Roissy 1, Roissy 2, et il assume tout. Quand aujourd'hui on lui raconte qu'à Roissy 1, les Japonais adorent se faire prendre en photo, mais qu'ils se perdent en cherchant leur avion, il n'aime pas trop. Roissy 1 lui a valu une gloire mondiale, alors de quoi me parlez-vous? La critique sur Roissy 1, moi je la reçois, mais je la reçois aussi comme l'effet d'un certain énervement, par moments, de fatigue. Le passager, c'est un type fatigué, puis des fois ronchon, des fois machin. Mais Roissy 1, c'est une aérogare dans laquelle on marche extraordinairement peu. Mais extraordinairement peu, encore aujourd'hui, mais beaucoup moins que dans... Écoutez, je vous garantis, et vous pouvez toujours la faire, Roissy 1, c'est celui où les trajets sont les plus courts et les plus mécanisés. C'est sûr. Ce qu'on lui reproche le plus, c'est son succès planétaire. Fort de son expertise en aérogare, il a permis à l'agence de gagner des centaines de projets dans le monde. Berlin, Istanbul, Abu Dhabi, Doha, en Chine surtout, la plupart des aéroports ouverts ces 20 dernières années sont signés Paul Andreu. Ce succès-là a évidemment permis à la société de devenir l'une des plus connues dans le monde pour la conception et la construction des aéroports. Mais ça a dû faire des jaloux. Pour qu'un bureau de conception marche bien, il faut lui donner un horizon nouveau tout le temps. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc j'ai été un ameneur de travail à Aéroport de Paris. Dans l'agence d'architecture était montée à une centaine de personnes, et je contrôlais aussi, quand j'étais directeur de l'ensemble, tous les ingénieurs, ceux qui étaient à l'étranger. Ça a fait un groupe qui était de l'ordre de 300-350 personnes. En interne, le succès international le rend incontournable. Arrogant peut-être. Surtout que les hommes politiques le cajolent à ce moment-là. Il se sent protégé. Ce qui agace le conseil d'administration, ce qui agace les dirigeants d'Aéroports de Paris, c'est son indépendance. Paul Andreu va très vite réaliser des projets prestigieux et tout seul, en dehors d'ADP qui est son employeur.
L'opéra de Pékin, c'est lui. Le stade de Manchester, c'est lui. Le musée maritime d'Osaka, c'est encore lui. Rien ne lui échappe. Oui, j'ai travaillé à côté. Oui, les textes le permettaient. Oui, ça a été dans des conditions contrôlées par les gens d'Aéroports de Paris et qui m'ont rapporté de l'argent à partir du moment où j'avais baissé mon salaire d'Aéroports de Paris. Voilà. Pour l'administration, trop c'est trop. Paul Andreu est devenu incontrôlable, alors quand en 2003, Gilles de Robien prépare la privatisation, il demande aussi le départ de Paul Andreu. Je suis parti avec, non pas dans la grande hostilité, mais en ayant négocié mon départ, oui. Oui, en ayant négocié mon départ. Mais je vous garantis que ça n'avait rien à voir avec ce qu'on appelle les parachutes dorés. Hein. C'était un parachute en aluminium, hein. Ou en fer blanc. Hein, c'est rien à voir, je vous garantis, rien à voir. L'ombre de Paul Andreu sera portée encore très longtemps sur les aéroports de Paris, et pas seulement. D'autant qu'il a fabriqué au sein d'ADP cette machine à vendre des aéroports dans le monde entier. Cette machine va devenir très efficace. Pierre Graff l'a compris très vite. Il s'est mis à proposer non seulement les infrastructures, mais tous les services qui vont avec. D'où l'idée de se dire, il faut embellir l'intérieur de nos aérogares. Il ne faut pas seulement que l'architecte pense les volumes, l'aspect extérieur, mais il faut qu'on ait des architectes d'intérieur pour embellir l'aérogare. Et une façon de l'embellir d'ailleurs, c'est de créer des commerces. Les gens adorent ça, et puis ça habille, ça donne un peu de chaleur à nos installations. Pour l'anecdote, Pierre Graff aura aussi à gérer la communauté des lapins. Oui, vous savez, ces lapins, on s'en souvient un peu. On les voyait par les hublots d'avion courir au bord des pistes. Des centaines de milliers de lapins qui avaient pratiquement pris le contrôle de Roissy et d'Orly. Ça amusait les enfants. Mais enfin, ça commençait à poser des problèmes de sécurité. Les lapins, ça prolifère très vite. Et ces hectares en herbe étaient tout à fait propices à la reproduction des lapins. Donc ça et les oiseaux, c'est pas bon pour les avions. Donc il fallait de temps en temps exterminer un certain nombre de lapins. Et ma foi, les chasseurs faisaient ça très bien. Il y avait des battues aux lapins, et voilà. Et puis, un beau jour, tout de même, on a appris, par le biais du ministère de l'Agriculture, que certains départements français manquaient de lapins reproducteurs. Donc, on a exporté nos lapins dans la Nièvre et un peu partout, après les avoir ramassés, après une chasse aux furets. Voilà ce qu'on faisait de nos lapins. J'espère que certains mâles de Roissy sont allés, dans la Nièvre, reproduire le cheptel nivernais. Un détail, les lapins, parce que les choses sérieuses sont ailleurs, bien sûr. Le miracle de l'aéroport de Paris repose désormais sur deux piliers qui ont été renforcés dans les 10 dernières années. D'un côté, des compagnies aériennes qu'il faut convaincre de poser leurs avions à Paris. De l'autre, des passagers qu'il faut recevoir et fidéliser. Aujourd'hui, toute notre envie, c'est de faire en sorte que nos passagers ne soient pas juste ici comme un point de passage pour prendre un avion, mais qu'ils soient dans des lieux où il fait bon vivre et passer du temps. Laure Baume est la directrice générale adjointe en charge des clients, le deuxième pilier. Elle n'est pas ingénieure, tiens, ça fait bizarre. Non, elle est HEC, ça fait brancher. Laure Baume vaut 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, son activité représente le tiers du chiffre d'affaires du groupe. Pendant que les passagers attendent leurs avions, son métier, à elle, est simple. Elle doit les convaincre de faire chauffer les cartes bleues et, si possible, les gold et les platinium. Simple, oui, en théorie. On est à Charles de Gaulle, au terminal 2E, à la porte K, et on est ici sur une place qu'on a inaugurée l'année dernière, qu'on appelle chez nous en interne la place des Trésors, qui est pour nous la vitrine de l'art de vivre à la française, avec des marques iconiques de la France. Il y a des magasins, il y a des bars et restaurants. Il y a des espaces de détente, de service. On a dans les salles d'embarquement des jeux vidéo, des espaces d'amusement pour toute la famille. On va bientôt ouvrir un spa. Voilà, donc toutes ces offres-là de détente et de loisirs avant d'embarquer. On a, dans ce dernier instant de Paris, on a le meilleur de l'expérience de shopping juste avant de reprendre son avion. Et ce qu'elle surveille dans ce challenge quotidien, c'est la concurrence. On est en concurrence. Ici, quand on parle de Charles de Gaulle, on est en concurrence avec Heathrow, on est en concurrence avec Amsterdam et avec Francfort, qui sont les 3 autres gros hubs européens. Ça, c'est pour l'Europe. Et après, bien évidemment,
On est en concurrence avec les hubs du Moyen-Orient qui ont une croissance absolument faramineuse. Nous sommes en concurrence. Nous sommes en compétition avec d'autres aéroports, effectivement les aéroports européens, mais aussi les aéroports du Golfe. Et tout l'enjeu des équipes d'aéroports de Paris, c'est d'attirer un maximum de clients. Franck Golnadel, directeur général adjoint, il est chargé des opérations aéroportuaires, il est aussi le patron de Roissy. Il passe sa vie dans les avions depuis qu'il est tout petit. Il est ingénieur, lui également. Il passera par l'aviation civile, Airbus, industrie, oui. Et aujourd'hui, il travaille plutôt au sol. Non, ses priorités, c'est attirer les compagnies et pour ça, délivrer un service d'une qualité optimale. Il faut que les clients aient envie de prendre l'avion. Et là, il n'y a pas de secret, il faut que la compagnie soit performante, il faut que l'aéroport soit performant. Et c'est par l'amélioration de la qualité de service, par les services que nous rendons, que petit à petit, les clients ont envie de voyager. On est une partie de la promesse que vous fait une compagnie aérienne quand vous achetez un billet d'avion. Son but, faire de Charles de Gaulle un hub leader en Europe. Un hub, c'est un vaste entonnoir qui reçoit les voyageurs de toute l'Europe pour remplir des longs courriers. Il faut donc séduire le monde entier, sans froisser la compagnie historique Air France. Air France qui représente à Roissy près de 50% du trafic. Mon premier client, c'est Air France. Et Roissy et Orly ne seraient pas ce qu'ils sont en matière d'aéroport sans Air France. Nos vies sont intimement liées. Donc il ne s'agit pas de se forcer à travailler ensemble, il s'agit de vivre ensemble et de travailler ensemble pour que notre couple soit performant. Air France a quand même l'image d'une compagnie sérieuse avec du service et elle est dépositaire, comme nous d'ailleurs, de l'image de la France. Et donc quelque part, on est aussi redevable, nous, Aéroports de Paris, d'avoir un service de qualité sur nos plateformes parce que quelque part, on est aussi dépositaire de la promesse d'Air France à ses clients. Quand Air France a fusionné avec KLM, il a fallu partager avec Amsterdam une partie du trafic. Mais c'était cela ou prendre le risque de voir tout partir à Francfort. Son problème, c'est conforter Air France au cœur de Roissy 2 et de réhabiliter Roissy 1 pour le rendre opérationnel et permettre au groupe d'accueillir des compagnies étrangères, des compagnies low cost aussi, qui piétinent aux portes de Paris. Alors, le terminal 1, on a fini une première étape de réhabilitation qui fait qu'aujourd'hui, quand vous questionnez les clients, vous trouvez une amélioration très sensible de la qualité de service. Et on a d'autres projets dans les 5 prochaines années qui vont un peu révolutionner le fonctionnement du terminal 1 en augmentant les salles d'embarquement de taille, en réunissant en fait les satellites. Paradoxalement, Roissy a la capacité pour accueillir beaucoup plus d'avions qu'aujourd'hui. Roissy a une réserve foncière considérable. Et surtout, héritage du général de Gaulle, Roissy a 4 pistes. C'est le seul aéroport en Europe à pouvoir utiliser 4 pistes. Les Anglais, qui sont leaders, n'ont que 2 pistes à Londres. Ils ne pourront pas en avoir plus, Heathrow est saturé. Pour les gens de Roissy, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour ce qui est de l'avenir des aéroports franciliens, je peux vous dire qu'il y a des gens qui travaillent pour l'avenir, mais ils travaillent pour l'avenir sur nos aéroports franciliens. Parce qu'on a la capacité de continuer de nous développer pour le bénéfice de notre région, de notre ville, Paris, et de notre pays. Sa bête noire à Franck Golnadel, c'est l'accessibilité des aéroports, une vraie pagaille aux heures de pointe. Il faut dégager cet engorgement de taxis, de bus, qui viennent et qui partent. En plus, aujourd'hui, il y a les Uber qui ont du mal à se garer, qu'on ne retrouve pas toujours. Il nous manque un train automatique avec un bon niveau de qualité de service qui amène le client passager aérien directement dans le centre-ville de Paris. C'est ce qu'on appelle le CDG Express. Je crois qu'on en parle quasiment depuis l'ouverture de Roissy-Charles de Gaulle. Aujourd'hui, il nous manque ce service-là. Vous allez à Londres, Heathrow, vous avez un train, vous prenez n'importe quel aéroport asiatique, vous avez un train de grande qualité de service qui vous amène directement au centre de la ville capitale que vous venez visiter. Ce besoin d'affronter la concurrence est maintenant entré dans les gènes de ce groupe qui était encore il y a 12 ans dans les bras de l'administration française et complètement sous la tutelle politique. Pour les investisseurs institutionnels, Aéroports de Paris reste quand même un animal assez particulier, mais intéressant à long terme. C'est vrai que ça devient de plus en plus une entreprise comme les autres. Il y a obligatoirement encore un lien avec l'État qui reste au capital. Mais on a depuis quelques années une société qui ne craint plus la compétition, qui s'est totalement modernisée. Avec tous ces atouts qui ont été installés par Pierre Graff, Augustin de Romanet, qui lui succède en novembre 2012, le 28 novembre,
Trouve une entreprise en bon état. J'ai trouvé une entreprise qui était en mouvement considérable depuis principalement son changement de statut en 2005. Et mon prédécesseur Pierre Graff a entamé cette transition vers une entreprise plus performante, avec une meilleure qualité de service et a beaucoup développé les commerces, les bars et les restaurants. Augustin de Romanet n'est pas ingénieur, comme le sont la majorité des cadres dirigeants de l'entreprise. Non, personne n'est parfait. Pour beaucoup, c'est peut-être un avantage. C'est du moins ce que les actionnaires ont compris. Augustin de Romanet a fait l'ENA et Bercy, ça rassure l'État. Il a dirigé une banque d'affaires, puis présidé la Caisse des dépôts, ça rassure les financiers. Enfin, il a travaillé au groupe Accor, du coup, ça rassure les clients. La stratégie d'Aéroports de Paris, c'est devenir le leader de la construction et de l'exploitation d'aéroports dans le monde. C'est-à-dire de projeter notre savoir-faire à l'étranger en projetant nos ingénieurs, en projetant nos agents d'exploitation. Nous opérons dans 38 aéroports dans le monde, directement ou indirectement. Nous n'avons pas forcément 100% de tous ces aéroports, mais par exemple, nous avons le management de l'aéroport de Amman en Jordanie, dont nous avons 10% du capital. Nous avons le management de l'aéroport de l'île Maurice, le management de l'aéroport de Conakry. Nous avons 25% d'une société qui gère 12 aéroports au Mexique. Et donc, notre ambition, elle est de constituer des équipes qui puissent exporter le savoir-faire de la France dans le monde, sachant que Aéroports de Paris est la deuxième entreprise la plus importante au monde en termes de cotation boursière d'aéroports. Pour les observateurs financiers, le président du groupe n'a pas le choix. Il doit convaincre l'État de le laisser investir à l'étranger. Ces dernières années, le groupe ADP a une croissance moyenne de ses ventes de 4%. Donc cette croissance-là, elle va certainement se réduire un tout petit peu. Donc si on veut aller au-delà, si on veut chercher un petit peu plus de dynamisme, il faut aller dans les zones qui profitent d'une expansion des classes moyennes, d'une expansion du trafic. Donc il faut aller se déplacer en Asie principalement, pourquoi pas en Afrique ou en Amérique latine. En 2013, le groupe a pris une participation importante dans TAV, c'est une entreprise turque. Les boursiers se sont interrogés, mais pourtant, c'est sans doute un bon calcul pour l'avenir. C'est une énorme société. Hein. Enfin, il y a 32 000 personnes qui travaillent pour TAV Construction. C'est de très loin le premier constructeur d'aéroports au monde. Et je pense que du coup, ils ont un outil qui permet de challenger toutes les problématiques de construction. En attendant, Augustin de Romanet doit renforcer ses activités de base, tous les produits dérivés comme le commerce. Demain, il ouvrira un hôtel, puis une zone de bureau. Mais ce qui le préoccupe surtout, ce sont les relations avec Air France. Son plus gros client, la compagnie, n'est pas en bonne santé. C'est pas un scoop. Alors on chouchoute Air France, mais comment l'expliquer aux autres compagnies qu'on essaie d'attirer et dont on a besoin? Comment leur faire choisir Roissy plutôt que Francfort? Le jeu n'est pas totalement évident hein, pour ADP, puisqu'il est quand même obligé de regarder comment se comporte son client principal. Hein. Enfin, Air France KLM, c'est 48% du trafic hein, du groupe ADP. Mais après, il est obligé aussi d'attirer hein, d'autres compagnies pour dynamiser son trafic. Donc oui, la santé d'Air France est quand même a des répercussions sur la santé d'Aéroports de Paris. Aéroports de Paris et Air France ont une relation très étroite depuis très longtemps. Et nous sommes des acteurs de la réalisation du hub de Charles de Gaulle qui a été voulu par Air France et qui représente la première plateforme de correspondance en Europe avec 22 000 connexions hebdomadaires en moins de 2 heures. Donc, le succès d'Air France sera le succès d'Aéroports de Paris et vice-versa d'ailleurs. C'est l'État qui fixe les redevances que paient les compagnies aériennes pour les services rendus. Une redevance d'atterrissage, une redevance de stationnement, une redevance par passager. Et globalement, ces redevances sont fixées dans le cadre d'un contrat de régulation qui est négocié tous les 5 ans. Alors le réflexe de l'aéroport, c'est d'optimiser sa recette parce que c'est une grosse partie de son chiffre d'affaires. Le réflexe de l'État, c'est de faire pression pour la freiner. Alors si seulement la pression de l'État servait la compétitivité de l'aéroport. Mais non. La pression de l'État sert principalement à soulager Air France, qui est le principal client. Les autres compagnies attendent des droits de trafic qui sont accordés ou pas par l'État. La marge de manœuvre n'est pas large pour ADP. Mais on finit par s'arranger. La culture du compromis. Absolument légitime que dans une négociation, chacun fasse des efforts. L'État a accepté qu'Aéroports de Paris augmente dans les 5 années qui viennent ses redevances aéronautiques d'1% en moyenne. Nous avons réalisé
des efforts de productivité et proposer des efforts de productivité suffisamment considérables pour que l'État les reconnaisse et accepte de rémunérer d'une façon qui n'est pas excessivement généreuse, mais qui nous permet quand même de réaliser 3 milliards d'investissements sur les 5 années qui viennent. Nous avions fait une proposition un peu supérieure, mais le gouvernement a souhaité nous faire encore plus d'efforts de productivité, imposer à nos collaborateurs encore plus de réduction de coûts. Mais je crois que nous avons trouvé un équilibre satisfaisant. Sa bagarre, elle porte aussi sur les slots, sur les droits d'atterrissage pour les compagnies étrangères. Il en a besoin. En ligne de mire, la concurrence des pays du Golfe, terrible, agressive. Dubaï inquiète aujourd'hui tous les aéroports en Europe. Pourquoi ? Parce que Dubaï veut être la porte d'entrée des pays émergents. Et l'avenir se joue là-bas. Alors, mon horizon aujourd'hui, c'est principalement 10-15 ans. Pourquoi 10-15 ans ? Parce que je dois bien vérifier que j'ai les capacités aéroportuaires suffisantes pour accueillir les passagers dans 10 ou 15 ans. Et aujourd'hui, entre le moment où vous décidez de construire un terminal et le moment où il est mis en service, il faut environ 7 à 8 ans. Donc, je dois savoir si le prochain terminal que je devrais construire à Charles de Gaulle doit être fait pour 2022, 2024 ou 2028. Le champ de bataille est donc mondial. Tout a changé à Roissy. On est loin du Bourget et de ses stars qui descendaient les passerelles en noir et blanc. On est loin d'Orly, où les anciens allaient pique-niquer le dimanche sur la terrasse. La terrasse est fermée. Sécurité oblige. Tout a changé, le rêve de passer le mur du son et de voler à Mach 2 s'est brisé, le dernier Concorde rouille au bord des pistes d'Orly. Et les gros porteurs, eux, déversent leur cohorte de touristes asiatiques avides de toucher la Tour Eiffel et de se bousculer chez Vuitton. Oui, tout a changé, mais la prophétie du général de Gaulle aura été réalisée. L'avion a bien été l'un des outils du développement économique. Et l'aéroport de Roissy en était la clé. Le général de Gaulle travaillait à la grandeur de la France, ADP a travaillé à la prospérité de tout ce pays, incontournable. Tout a changé. On va approcher les 100 millions de passagers par an. Ça marche. Quant aux lapins, oui, vous vous souvenez ? Ben, les lapins, ils vivent leur exil dans la Nièvre. Aux dernières nouvelles, ils ne s'en plaignent pas trop. Le plus dur pour eux a été de s'habituer au silence et aux chasseurs. Tout a changé.